Alors, qu'est-ce que ça donne en macroscopie? C'est-à-dire qu'on palpe l'organe, il est dur, il est blanchâtre le plus souvent, il est déformé cet organe, et alors il peut être, c'est là où c'est important de bien le savoir, il peut être atrophique, mais il peut être aussi hypertrophique. Et si on prend les exemples classiques de la fibrose, c'est la cirrhose du foie, est un très bon exemple de fibrose. Il existe des cirrhoses atrophiques, où le foie du patient a diminué en taille, et des cirrhoses hypertrophiques, où le foie est gros. Lorsqu'on a une fibrose à l'histologie, ce qui est très important, c'est il y a deux critères très importants. C'est premièrement, est-ce que cette fibrose est systématisée, c'est-à-dire respecte-t-elle l'architecture normale de l'organe? Vous savez, dans une architecture normale de l'organe, vous l'avez vu, il y a du collagène. Donc, est-ce que l'augmentation de collagène suit l'architecture normale de l'organe? On parlera à ce moment-là d'une fibrose systématisée. Ou est-ce que la fibrose a détruit complètement l'architecture de l'organe? C'est ce qu'on appelle une fibrose mutilante. C'est très important, comme vous vous en doutez, c'est plus grave lorsqu'on a une fibrose mutilante que lorsqu'on a une fibrose systématisée. Et deuxièmement, dans la fibrose, ça vous l'avez compris avec le tissu de réparation, est-ce qu'il s'agit d'une fibrose jeune, c'est-à-dire riche en vaisseaux, en cellules inflammatoires et œdémateuses, ou est-ce qu'il s'agit d'une fibrose ancienne, c'est-à-dire une fibrose dans laquelle il y a des faisceaux collagènes qui sont denses, qui sont hyalinisés. Alors, je m'arrête deux minutes sur le mot hyalinisé. Hyalin, ça veut dire vitreux. On l'avait vu, je ne sais plus si vous vous rappelez, dans l'alvéolite œdémateuse, l'œdème de l'alvéole, c'est une substance également hyaline. Eh bien, dans la fibrose, on peut avoir des aspects comme cela, une matrice extracellulaire qui est vitreuse, et on va dire à ce moment-là une hyalinisation de cette matrice. Et le deuxième point, c'est que cette matrice extracellulaire peut se calcifier. J'en faisais allusion tout à l'heure avec les plaques pleurales de l'asbestose. On peut avoir des plaques pleurales calcifiées. Quelles sont les colorations donc très bonnes pour mettre en évidence cette fibrose? Le plus souvent, c'est les imprégnations argentiques, le trichrome de Masson et le rouge Sirius. Voici ici une fibrose. Vous retrouvez qu'il y a beaucoup de matrices extracellulaires, mais il y a encore pas mal de fibroblastes dans cette fibrose, ces cellules qui sont allongées. Ici, c'est une fibrose plus ancienne, dans laquelle il y a essentiellement de la matrice extracellulaire, mais peu de cellules. Quelles sont les étiologies de la fibrose? Eh bien, il faut savoir que les étiologies principales, l'étiologie numéro 1, qu'il ne faut pas oublier de la fibrose, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'inflammation chronique, de très loin. Dès qu'on voit une fibrose dans un organe, il faut se demander si ce patient n'a pas une inflammation chronique. Exemple type, l'hépatite chronique fibrosante qui va évoluer vers la cirrhose. Et vous le savez sûrement, cette cirrhose peut évoluer secondairement vers un cancer, un carcinome du foie qu'on appelle carcinome hépatocellulaire. Vous le verrez quand vous ferez la cancérologie. Deuxièmement, inflammation chronique, un autre exemple très classique, c'est ces pneumopathies interstitielles fibrosantes, pneumopathie interstitielle chronique, où là, peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire et dont le seul traitement, finalement, c'est la transplantation. Maintenant, il y a des médicaments qui viennent d'arriver sur le marché, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, quand même, le traitement, c'est la transplantation. Deuxième cause à retenir de étiologie, mais qui est beaucoup plus rare, sont les causes vasculaires. Enfin, beaucoup plus rares, j'exagère, puisque l'ischémie chronique est une pathologie très fréquente. Hein, la pathologie cardiovasculaire, c'est une pathologie quand même très fréquente. Mais je dirais qu'en pratique clinique, histologique, c'est quand même plus rare. C'est donc l'ischémie, il faut le savoir, favorise la fibrose. L'ischémie chronique, de même que l'hypertension artérielle ou également la stase veineuse. Enfin, des étiologies plus rares, mais dans lesquelles il y a de la fibrose, c'est au niveau endocrinien, dans la maladie fibrokystique au niveau mammaire, dystrophie mammaire, c'est fréquent, dans les goitres également, maladie de la thyroïde, les grosses thyroïdes, il y a souvent également de la fibrose, et puis avec le vieillissement, on a également une fibrose. Donc voici ici une macroscopie d'un gros foie de cirrhose. Vous retrouvez, alors vous ne pouvez pas le palper là, puisque là c'est difficile, mais par contre, vous voyez très bien des nodules, on le revoit macroscopiquement, on retrouve ici un foie qui n'a pas du tout son aspect normal, il y a un aspect très nodulaire du foie, et on le retrouve à l'histologie. On a de gros nodules hépatiques, on ne retrouve plus du tout l'architecture normale
avec espace porte, veine centrolobulaire, la triade et l'architecture lobulaire, mais on a des nodules qui sont cernés par de la fibrose. C'est ce qu'on retrouve ici, ce qu'on appelle d'ailleurs des nodules de régénération du foie. Voici ici les nodules du foie. On ne retrouve plus du tout espace porte, veine centrolobulaire et architecture lobulaire. On retrouve simplement des hépatocytes avec des sinusoïdes. Et puis, autour de ces sinusoïdes, on retrouve de la fibrose, de l'inflammation et ce qu'on appelle des néoductules biliaires. Alors, un point très important sur l'inflammation en général, et qu'il est important de connaître, c'est qu'un même agent étiologique, selon le terrain, aura une présentation anatomoclinique différente, c'est-à-dire le rôle du terrain pour un même agent étiologique. En effet, si je prends l'exemple d'un filament mycélien qu'on appelle l'aspergillus, eh bien, l'aspergillus peut donner une physiopathologie des maladies inflammatoires très très variable selon le terrain. Chez un patient qui a une tuberculose, ça peut donner ce qu'on appelle un aspergillome, c'est-à-dire dans la cavité dans laquelle il y a eu la tuberculose, cette cavité est colonisée par de l'aspergillus, et ça, c'est ce qu'on appelle un aspergillome, sur un terrain tout à fait particulier. Deuxièmement, il y a une maladie rare qui peut se produire quand même, qu'on appelle la pneumopathie aspergillaire, c'est-à-dire que l'aspergillus est responsable d'une pneumopathie, maladie quand même assez rare. Sur un terrain bien particulier, un terrain allergique, on peut avoir des réactions d'hypersensibilité à l'aspergillus dans lequel il y a juste un ou deux filaments, mais le sujet est très allergique quelque part. Il fait une réaction dysimmunitaire très particulière à l'aspergillus. C'est ce qu'on appelle l'aspergillose bronchopulmonaire allergique, qui se reconnaît histologiquement. Et j'y avais fait allusion la fois dernière déjà, c'est que l'aspergillus chez un patient qui est en déficit immunitaire, et notamment, ce n'est pas n'importe quel déficit immunitaire, c'est un déficit immunitaire des neutrophiles. En gros, vous savez comment on perd ces neutrophiles, le plus souvent c'est par la chimiothérapie. Hein, on peut avoir des maladies du neutrophile, mais le plus souvent quand même, c'est le patient neutropénique sous chimiothérapie. Et bien là, l'aspergillus, qui est en principe qui peut coloniser les voies respiratoires, va coloniser les vaisseaux des voies respiratoires, et notamment, on y avait fait allusion tout à l'heure, enfin la fois dernière, peut coloniser les artères pulmonaires, et donc créer des véritables infarctus du poumon. Donc voici ici, vous voyez qu'on a une fibrose ici, parce que c'est la paroi de la caverne tuberculeuse. On retrouvait très bien, ici vous avez le parenchyme pulmonaire normal. Vous retrouvez ici une fibrose dense parce que c'est cet aspect blanchâtre de la fibrose. Et au centre ici, vous avez un matériel qui en fait, si on regarde au microscope, ce ne sont que des filaments aspergillus en motte. Et donc ça peut entraîner des hémorragies importantes parce que le sujet, ici vous comprenez que si cette caverne est proche d'un gros vaisseau, ça peut entraîner une hémorragie, une hémoptysie très importante. Et ici, je vous remontre l'image d'aspergillose invasive que l'on avait vue la fois dernière avec, ici, proche des vaisseaux artériels pulmonaires, ce nodule d'aspergillose invasive. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, je vais traiter des principaux points de l'inflammation par des virus. En histologie. Alors, premièrement, savoir que les virus, vous le savez ou pas, sont des parasites intracellulaires qui ont un seul type d'acide nucléique, de l'ADN ou de l'ARN, et qu'un virus, en pratique, nous ne sommes pas capables de le voir au microscope optique. C'est trop petit, à la différence d'une bactérie qu'on peut voir difficilement, mais qu'on peut voir au microscope optique. Donc, comment va-t-on faire, nous, histologistes, pour dire il y a chez ce patient une inflammation virale? Deux possibilités. Soit on va reconnaître l'agrégation de particules virales qui va nous donner un aspect histologique particulier, et ça va donner ce qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on appelle des inclusions virales. Soit c'est le type de réaction inflammatoire qui va nous faire dire il est probable que cette réaction inflammatoire soit liée au virus. C'est ce qu'on appelle les lésions indirectes. C'est la réaction de défense de l'hôte par rapport aux cellules infectées. Donc, du point de vue des lésions directes, c'est ce qu'on appelle les effets cytopathogènes. D'accord ? C'est-à-dire que le virus va donner un aspect histologique particulier. Ça peut être soit des cellules géantes plurinucléées. Donc là, attention, diagnostic différentiel avec cellules géantes dérivées des macrophages. C'est ce qu'on voit par exemple dans le virus respiratoire syncytial ou dans l'herpès.
soit ça peut donner une inclusion virale intracellulaire, et l'exemple clé, c'est le cytomégalovirus, qui va donner une inclusion intranucléaire éosinophile entourée par un halo clair, avec ou sans inclusion intracytoplasmique. Mais attention, c'est très important, tous les virus ne donnent pas d'inclusion. Et par exemple, le virus d'Epstein-Barr, qui est un virus de la famille herpès, ne donne pas d'inclusion virale. Donc on est incapable de reconnaître un effet cytopathogène du virus d'Epstein-Barr. Mais par contre, on va avoir des inflammations qui vont nous dire qu'il y a peut-être chez ce sujet une inflammation à virus d'Epstein-Barr. Enfin, plus rarement, c'est anecdotique, c'est qu'il peut y avoir une lisse cellulaire directe, mais en pratique, on n'est pas tellement capable de la reconnaître. Donc celle que vous devez connaître le plus et que vous allez voir sur vos lames quand vous regarderez les lames dans les prochaines fois, c'est l'inclusion à cytomégalovirus. Vous avez ici un aspect typique d'une inclusion. Sur une simple morphologie, on est capable de dire que ce sujet est infecté par le cytomégalovirus. Vous voyez ici ces cellules épithéliales dans lesquelles vous avez ici, à la place du noyau, voici ici un noyau, le noyau est remplacé par une énorme inclusion éosinophile, un halo clair, et il y a même un peu d'inclusion dans le cytoplasme, et puis surtout la cellule est géante. C'est pour ça qu'on l'appelle cytomégalovirus. On peut reconnaître cette infection avec un anticorps dirigé contre des protéines du cytomégalovirus. Et vous voyez cette positivité nucléaire avec cet anticorps. Les lésions indirectes, je vais en dire deux mots. Les lésions indirectes, c'est principalement celles qu'on peut voir dans la fibrose du foie, inflammation chronique avec fibrose et régénération, ou parfois cet aspect de fibrose inflammatoire, on l'a vu tout à l'heure, on doit discuter de l'alcool, on doit discuter des virus, on doit discuter éventuellement de maladies auto-immunes ou de maladies médicamenteuses. Donc lorsqu'on a un aspect d'inflammation chronique avec la fibrose régénération dans le foie, il faut savoir discuter des virus. Donc ça, c'est plein de lésions indirectes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces lésions indirectes peuvent parfois faire suggérer une inflammation virale. Ici, un autre exemple qui doit faire suggérer, c'est un sujet qui a des lymphocytes T très basophiles, vous voyez, des grands lymphocytes T dans le sang. C'est ce qu'on appelle le syndrome mononucléosique. Je ne sais pas si vous l'avez vu en sémiologie. C'est un syndrome mononucléosique dans le sang des grandes cellules hyperbasophiles. Ça doit faire discuter des inflammations virales, le CMV, le virus d'Epstein-Barr. Donc, pour terminer, c'est la dernière diapositive, comment mettre en évidence une inflammation virale en histopathologie? Il faut savoir qu'en général, on est capable de faire des tests virologiques moléculaires. En gros, pour diagnostiquer une hépatite B ou une hépatite C chez quelqu'un, on ne va pas lui faire une biopsie de foie. On va simplement rechercher de l'ARN viral ou de l'ADN viral. On va faire ou des sérologies. Mais de temps en temps, quand on hésite sur le diagnostic, on va faire une biopsie pour essayer de voir est-ce qu'on a des arguments ou pas pour une infection virale. Et donc nous, qu'est-ce que nous devons rechercher? Soit un effet cytopathogène ou des lésions indirectes, la mise en évidence in situ des cellules infectées avec des anticorps ou avec des sondes spécifiques du virus. Et enfin, parfois, on peut faire une biopsie hépatique chez des malades atteints d'infection virale pour rechercher l'importance de la fibrose, l'importance de la cirrhose. C'est un rôle dit pronostic. Voilà ici, pour vous montrer ici un anticorps anti-CMV, un anticorps anti-herpès virus, un anticorps dirigé contre le virus de VIH, et ici, un anticorps dirigé contre une protéine du virus EBV. Donc voilà le type d'outil que l'on utilise en pratique pour rechercher un virus. Voilà, je vous remercie.